Au cours des 24 à 36 dernières heures, des centaines de missiles iraniens ont visé principalement Tel Aviv, en ciblant surtout des infrastructures militaires. Nous avons vu toutes les images, les panaches de fumée, les radars. Des millions d'Israéliens se sont réfugiés dans des bunkers et des abris pendant cette période. Il y a également eu quelques rapports qui se sont révélés très intéressants. Une attaque contre les installations nucléaires iraniennes et les hauts dirigeants des gardiens de la Révolution a eu lieu dans la nuit et s'est poursuivie aujourd'hui. Les Iraniens ont répliqué avec 3 vagues de missiles balistiques. Voici la version israélienne du Pentagone, le Kiryat, et un bâtiment de ce complexe vient d'être touché. Veuillez reculer. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Vous pouvez comprendre qu'il règne ici une grande tension à cet endroit précis, car les Iraniens ciblent désormais l'appareil de défense israélien. Israël a en fait interdit à ses citoyens de prendre des enregistrements des différents endroits qui ont été frappés. Au moins un, mais probablement plus, Israéliens ont été tués lors de ces frappes. Des dizaines, voire plus de 80 personnes ont été blessées. Ce chiffre est probablement bien plus élevé. Bien sûr, l'Iran a subi la mort de près de 80 personnes et plusieurs centaines de blessés lors des 200 frappes initiales d'Israël. Une grande partie du programme nucléaire iranien reste intacte après la frappe israélienne, du moins pour l'instant. Les deux camps affirment qu'ils pourraient continuer ainsi pendant très longtemps. Eh bien, tout d'abord, j'ai trouvé intéressant que le correspondant qualifie l'armée israélienne d'appareil de défense, alors qu'elle vient de mener une frappe unilatérale et non provoquée contre l'Iran, qu'elle préparait depuis des mois, voire des années, avec les États-Unis, qui l'ont facilité du début à la fin, l'ont planifié avec eux et ont rendu tout cela possible. Je lisais justement ABC News, qui a reconnu que l'ancien président américain Trump avait déclaré qu'il connaissait la date à laquelle cela allait se produire. Des responsables américains ont affirmé avoir fourni les renseignements, des renseignements que seuls les États-Unis sont capables d'obtenir et de transmettre grâce à leurs moyens spatiaux. Israël ne dispose pas d'un tel réseau en orbite autour de la planète Terre. Donc, il s'agissait d'une frappe américaine relayée par les Israéliens. Tu as raison. Lorsque ce genre de conflit est en cours, il faut faire preuve de patience. Il faut attendre. Il est très tentant de vouloir tirer des conclusions hâtives dans un sens ou dans l'autre, mais il faut simplement être patient et attendre. Tout finira par émerger. Tout sera vérifié d'une manière ou d'une autre. Mais ce que nous voyons, c'est que l'Iran répond à cette attaque israélienne contre l'Iran par une opération à plus grande échelle que les 2 autres représailles qu'ils ont lancées contre Israël. Encore une fois, après qu'Israël ait frappé leur consulat en Syrie, puis frappé l'Iran lui-même après la première riposte de l'Iran. Il s'agit donc d'une opération beaucoup plus vaste. Nous avons entendu parler du fameux système Dôme de fer, et Israël dispose d'un réseau de défense aérienne et antimissiles en couche. C'est intégré. Les États-Unis opèrent en coordination avec Israël, cela a également été mentionné dans l'article d'ABC News, pour abattre autant de ces missiles que possible. On pourrait voir le système THAAD utilisé pour intercepter les missiles balistiques iraniens entrants. Ils doivent être proches de l'orbite, car on peut voir la traînée. Cela s'explique par le fait qu'à de telles altitudes, la pression atmosphérique est si faible que l'explosion ne ressemble pas à ce à quoi nous sommes habitués lors des combats au niveau de la mer. Le problème, c'est qu'Israël dispose d'un nombre limité d'installations de défense aérienne. Pour toute attaque entrante, l'Iran le sait. Ils envoient un nombre précis de missiles pour saturer d'abord les défenses aériennes israéliennes, s'assurant ainsi qu'au moins certains missiles passent à travers.
Ce sont des armes de précision. Elles sont lancées depuis le territoire iranien et frappent des cibles en Israël avec précision. Donc, ce rapport que tu viens de montrer, Danny, c'est ce qu'ils appellent le Pentagone israélien. Remarque, comme il est situé en plein milieu d'une zone urbaine dense, un centre de population. Pourquoi l'installer là? Pourquoi faire cela, puis accuser l'Iran de frapper un centre de population? Vous placez vos cibles militaires au milieu de la population civile. Et avant que nous commencions à enregistrer, tu as dit que c'est exactement ce que fait l'Ukraine. Et je dois rappeler aux gens qu'Israël est l'Ukraine originelle. Ils sont le premier proxy créé pour mener les guerres par procuration de l'Amérique à l'étranger. Des guerres que les États-Unis ne veulent pas mener directement. Nous ne savons pas combien de missiles possède l'Iran. Nous ne savons pas si les installations de production de missiles ont été touchées par cette frappe israélienne ou si peut-être des frappes ultérieures pourraient les affecter. Donc nous ne savons pas combien de missiles il possède. Israël dispose de capacités de défense aérienne limitées. On peut déjà constater que les capacités de défense aérienne du monde occidental sont largement surmenées et en diminution. Ils n'ont pas la capacité d'augmenter la production. Et Israël, de son côté, fait face à des défis bien plus complexes pour attaquer l'Iran, car ils utilisent des avions. Ils doivent organiser de grandes sorties, coordonner la guerre électronique et se préoccuper des défenses aériennes. Ils survolent l'espace aérien d'autres nations et pénètrent dans l'espace aérien iranien pour accomplir tout cela. C'est donc bien plus compliqué. Il leur sera beaucoup plus difficile de maintenir cet effort, même s'ils disposent des munitions et de tout le reste nécessaire. Il y a des rapports selon lesquels l'Iran aurait abattu un deuxième F-35. Donc cela fait 2. Et cela signifierait que le F-35 a été abattu pour la première fois dans son histoire d'utilisation, ce qui est historique en soi. Nous avons également des informations faisant état d'une nouvelle vague de missiles. Et les médias israéliens eux-mêmes admettent que dans la région de Rishon LeZion, qui abrite de nombreuses infrastructures militaires pour Israël, y compris ce complexe, le complexe de la Kiria, les médias israéliens ont rapporté que la destruction dans ce district a été sans précédent et ont indiqué que dans cette zone, seulement il y a eu un mort et 40 blessés. Donc je pense que ce que nous voyons, Brian, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est que l'opération Vraie Promesse 3 a été lancée. Et maintenant, nous constatons que oui, nous ne savons pas combien de missiles possède l'Iran, mais ils en ont une quantité significative. Et s'ils disent qu'ils vont continuer aussi longtemps qu'il le faudra, il semble alors qu'Israël se soit engagé dans quelque chose, avec bien sûr le soutien, l'appui et probablement l'encouragement des États-Unis, même si Israël n'a pas besoin de raison pour vouloir un changement de régime en Iran. Mais les deux s'encouragent mutuellement à le faire. Cela s'avère déjà être ce qui ressemble à un véritable bourbier, un problème. Et bien sûr, avec des promesses de brûler Téhéran, nous voyons Israël et les États-Unis recourir à leur même tactique, à savoir, si vous ne pouvez pas les battre militairement, surtout rapidement, alors ciblons les civils. C'est ce qu'Israël promet. Et nous savons que si Israël le promet, les États-Unis le promettent aussi. Beaucoup de points intéressants là, Danny. Eh bien, si Israël est un proxy comme l'Ukraine, les États-Unis sont plus qu'heureux de les envoyer faire la guerre. Ils pourraient subir des pertes catastrophiques, détruire leur économie et dévaster leur population. Les États-Unis s'en moquent. C'est tout l'intérêt d'avoir des proxys, faire en sorte que d'autres se battent et meurent pour vos guerres. C'est exactement ce qu'ils font avec l'Ukraine en ce moment, depuis 3 ans. Et c'est ce qu'ils ont maintenant décidé de faire avec Israël. Et c'est ce qu'Israël fait actuellement. J'ai toujours des gens qui me disent qu'Israël contrôle les États-Unis. Si c'était le cas, ce seraient les États-Unis qui auraient lancé l'attaque. Ils en assumeraient la responsabilité
et ce seraient eux qui recevraient les missiles balistiques, pas les Israéliens dans leur capitale de facto, Tel Aviv. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'Iran et Israël mènent tous deux ces frappes à longue portée l'un contre l'autre. Si vous regardez une carte, ils ne sont pas voisins. Ils n'ont pas vraiment la capacité d'organiser des forces terrestres et d'avancer. Et il y a une limite à ce que l'on peut faire avec ces frappes à longue portée. Regardez la Russie. La Russie a tiré des milliers de missiles et de drones sur l'Ukraine. Ils ont aussi une armée massive en Ukraine. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à briser complètement les défenses ukrainiennes, à les submerger et à faire s'effondrer le gouvernement à Kiev, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'Israël et l'Iran peuvent réellement accomplir avec ces frappes? Maintenant, l'Iran ne fait pas cela uniquement pour se venger, parce qu'ils sont en colère. C'est une réponse très calculée et mesurée. Oui, elle est importante, mais elle est proportionnelle à ce qu'Israël leur a fait. Leur objectif est d'augmenter le coût pour Israël. Et si les États-Unis s'impliquent directement, ils sont déjà impliqués, il faut aussi augmenter le coût pour eux, afin que plus cela dure, plus cela devienne coûteux. L'Iran voit la situation dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis et d'Israël contre l'Iran au Moyen-Orient. Il s'agit de la Russie, de la Chine, de l'Iran et du monde multipolaire. S'ils consacrent trop de temps, de ressources, de munitions et de main-d'œuvre à cette guerre contre l'Iran ou à la guerre par procuration en Ukraine, leur capacité à contenir et à stopper l'ascension inévitable et irréversible de la Chine disparaîtra. Ils ne le récupéreront jamais. Une fenêtre d'opportunité est en train de se refermer, et c'est ce qui a poussé les États-Unis à agir ainsi dès le départ. C'était désespérément dangereux, extrêmement imprudent. L'issue est imprévisible, mais ils l'ont fait quand même. Nous avons mis en garde contre cela. Je sais que nous en avons parlé de nombreuses fois, Danny, que les États-Unis manquent de temps, qu'ils deviennent dangereux et désespérés, et qu'ils allaient faire ce genre de choses. Ils vont essayer de provoquer une guerre avec la Chine au sujet de sa province insulaire de Taïwan. Ils vont continuer à faire monter le conflit en Ukraine contre la Russie. Nous devons donc garder un œil très attentif sur tout cela et observer très soigneusement la situation au fur et à mesure qu'elle évolue. Si nous devons voir des missiles iraniens pendant plusieurs jours, si l'opération Vraie Promesse doit durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alors ce niveau d'attrition, à mon avis, sera très problématique, tant pour les États-Unis que pour Israël. Vous venez de décrire la situation géographique. L'Iran s'y prépare évidemment depuis longtemps. C'est pour cela qu'ils comptent sur leur système d'armes à longue portée. C'est pour cela qu'ils construisent ces villes de missiles, et tout cela depuis des années, voire des décennies. Ainsi, l'Iran est prêt pour cette guerre d'autodéfense, tandis qu'Israël et les États-Unis devront mener une guerre d'attrition offensive dans une position géographique très précaire. Et l'Iran a bien sûr déjà promis que les actifs américains seraient également des cibles si les États-Unis s'impliquaient davantage. Je voulais avoir votre réaction à cela, mais aussi à cette citation du vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Ryabkov. Il a déclaré ceci. Brian, c'est une déclaration très intéressante. Il a dit que, peu importe à quel point Israël essaie de présenter la situation aujourd'hui, en affirmant qu'il y a des dommages irréparables, que leurs objectifs ont été atteints, etc., ils se retrouveront dans une situation sécuritaire pire qu'avant cette action. Je ne veux rien anticiper, mais la détermination du côté iranien parle d'elle-même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et n'est-ce pas exactement ce que les États-Unis ont fait en Europe avec l'Ukraine et maintenant le reste de l'Europe, la façon dont ils ont complètement détruit toute la région dans cette guerre par procuration insensée
qu'ils mènent contre la Russie et qu'ils sont en train de perdre. Autant que nous puissions le voir, ils sont en train de la perdre. Et n'est-ce pas ce qu'ils font dans la région Asie-Pacifique? Ils provoquent cette guerre avec la Chine. Ils essaient de les encercler et de les contenir. Ils perdent en crédibilité. Ils gaspillent d'énormes ressources qu'ils devraient consacrer à leur propre population, aux véritables Américains dont ils sont censés s'occuper. Donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Je voulais revenir sur certains des autres points que tu évoquais, Danny, à propos des F-35. Si c'est vrai, je n'ai pas vu de confirmation à ce sujet, mais si c'est vrai que 2 F-35 ont été abattus, cela confirme les soupçons que nous avions depuis des années. Les États-Unis et Israël, avec les F-22 et F-35, censés être au moins partiellement furtifs, menaient des frappes à distance contre la Syrie parce qu'ils craignaient que le système de défense aérienne intégré en Syrie soit capable de les détecter et éventuellement de les abattre. Donc, ils effectuaient des frappes à distance qui pourraient être réalisées avec n'importe quel avion. Il n'est pas nécessaire d'avoir ces programmes d'armement à 1000 milliards de dollars pour fabriquer des avions capables de tirer des armes à distance. Ce serait donc un autre signe majeur de la dissipation et de l'évaporation de la domination militaire américaine. Vous parliez du programme nucléaire iranien, et même des médias occidentaux affirment que les dégâts causés ne sont peut-être pas aussi importants qu'Israël veut le faire croire. Si l'on lit les documents de politique générale remontant jusqu'en 2009, comme Which Path to Persia, de la Brookings Institution, ils avaient prédit que cela arriverait. Si l'on tente de mener une frappe pour l'anéantir, il faudrait lancer une campagne massive et soutenue contre l'Iran pour éliminer le programme nucléaire par des frappes aériennes. Et il serait absolument nécessaire que les États-Unis y participent. Israël n'est tout simplement pas capable de mener cela à bien seul. Et je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé depuis que cela a été écrit en 2009. L'Iran savait que cette attaque allait avoir lieu. Je savais qu'elle allait avoir lieu. Je ne suis qu'un gars avec une connexion Internet ici en Asie du Sud-Est. L'Iran savait certainement que cela allait se produire. Comme vous le dites, ils ont leur ville de missiles. Ils ont construit des installations souterraines. Ils ont presque certainement tout dispersé. Et on pourrait penser qu'ils ont mis en place des redondances sur redondances pour s'assurer que tout ce qu'ils jugent nécessaire survivrait à n'importe quelle frappe menée par Israël. Donc tous ces facteurs s'additionnent pour créer, comme vous le dites, une situation très très difficile pour les États-Unis et leurs alliés. Leur objectif est essentiellement de renverser le gouvernement. Qu'ils puissent ou non installer un régime fantoche à sa place, cela leur importe peu. Ils veulent détruire le gouvernement iranien, son économie, son armée et l'éliminer de la scène internationale, tout en cherchant aussi à isoler et à contenir encore davantage la Russie et la Chine. Ils mènent donc un combat difficile. Tout ce que l'Iran a à faire, tout ce que le gouvernement là-bas doit faire, c'est survivre. Et je pense que c'est cela qui va guider leurs décisions dans les prochains jours et peut-être les prochaines semaines, aussi longtemps que cela prendra. La guerre des récits, la guerre des relations publiques. On pourrait l'appeler la guerre de la propagande. Et bien sûr, cette guerre est souvent perçue comme unilatérale, parce que les États-Unis et Israël en tant que proxy, en tant que poste militaire avancé, et l'Occident réuni, ont un monopole sur les médias. On pense souvent que la guerre de la propagande est toujours à leur avantage. Mais ici, si cette guerre d'usure, tout comme avec l'Ukraine, si cette guerre d'usure se poursuit et que l'Iran parvient à survivre et à montrer qu'il était préparé à ce type de conflit, et en ce moment, pour être clair, nous parlons à la mi-juin, dans les tout premiers jours de cette situation.
Nous pouvons dire oui, c'est le cas, et je pense que beaucoup de gens dans la région, nous voyons des vidéos de personnes qui acclament. Les gens sont vraiment, et je pense que c'est le cas depuis quelques années, beaucoup plus sympathisants envers l'Iran dans cette région. L'opinion publique évolue, surtout au niveau régional, en leur faveur. Et bien sûr, les États-Unis et Israël, ils voient leur crédibilité complètement et totalement détruite parce que d'un côté, ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Par exemple, ils vont renverser la Russie, ils vont renverser l'Iran. Ils ne le font pas. Ils s'engagent dans ces guerres d'usure. Ils se lancent dans ces affrontements désastreux de relations publiques, prétendant être les plus forts. Et puis on constate peut-être que c'est un peu plus difficile qu'ils ne l'avaient supposé. Et puis bien sûr, il y a le fait qu'ils ciblent des civils. Ils tuent des gens ordinaires. Ils tuent des personnes qui ne sont pas des combattants. Et bien sûr, nous avons vu cela à Gaza. Nous l'avons vu partout dans la région. Et maintenant, nous le voyons en Iran. Et maintenant, Israël, bien sûr, en discutant aussi avec les États-Unis, dit qu'ils vont faire la même chose à Téhéran. Donc cela ne fera que continuer à éroder la crédibilité de l'Empire, sans aucun doute. Absolument. Et encore une fois, je déteste revenir là-dessus. Mais l'article de Brookings datant de 2009, leur plus grande crainte était que l'Iran voit clair dans ce piège, n'y tombe pas, et joue habilement ses cartes pour apparaître tel qu'il est réellement. La victime d'une agression militaire occidentale, non justifiée, non fondée, non provoquée. Et aujourd'hui, le monde entier regarde l'Iran en disant « Israël et les États-Unis ont commencé cela ». Les propres rapports des services de renseignement américains affirmaient que l'Iran était loin d'obtenir une arme nucléaire. Ils n'essayent pas, ils ne veulent pas, ils veulent négocier. Ils se présentaient aux négociations, peu importe le nombre de personnes qui disaient que c'était une erreur, car il était évident que les États-Unis ne négociaient pas de bonne foi. Et maintenant, avec le recul, il est évident qu'ils ne l'étaient pas. Ils ont donc très bien joué le coup. C'est une étape très difficile qu'ils doivent traverser. Mais maintenant, que se passerait-il s'ils essayaient de poursuivre des projets d'armes nucléaires? Il y a 5 ou 10 ans, tout le monde aurait dit « Oui, l'Iran est le problème. Regardez-les. Les États-Unis ont dit que c'est ce qu'ils faisaient et c'est ce qu'ils font. » Maintenant, les États-Unis et Israël ont attaqué alors qu'il est clair qu'ils ne possédaient pas ces armes. Et maintenant, que se passerait-il s'ils décidaient « Nous ne voulons plus faire partie de ce traité de non-prolifération. Il ne nous apporte aucun bénéfice, sous aucune forme. Nous n'avons jamais voulu d'armes nucléaires. Vous nous forcez à en obtenir à cause de vos actions contre nous. Vous avez traversé toute la région pour nous bombarder. Les États-Unis sont de l'autre côté de la planète, s'impliquent dans cette affaire et permettent à Israël de mettre ses menaces à exécution. Comme tu le dis, ce récit, le récit pour les gens en Occident, va toujours pencher du côté de leur propre gouvernement. Il y a un pourcentage de personnes qui soutiendront toujours leur gouvernement, surtout parce qu'il s'agit de l'Iran, et qu'il existe un énorme élément persistant de racisme et d'islamophobie, sans parler de la propagande dans laquelle les Américains baignent depuis des décennies. Mais le reste du monde va commencer à se dire que non seulement les États-Unis sont déraisonnables, mais qu'ils sont dangereux. Et s'ils ont fait cela à l'Iran, ils peuvent nous le faire à nous aussi. Et c'est un vrai problème. Peut-être devons-nous repenser notre stratégie qui consiste à être patient et à attendre que cela passe. Peut-être devons-nous devenir un peu plus proactifs pour contenir la menace que les États-Unis et leurs alliés font peser sur la paix. La stabilité et la prospérité de tous sur Terre, y compris des Américains eux-mêmes. Les États-Unis, bien sûr, se sont engagés à défendre Israël, du moins en théorie. Ils ont envoyé un nombre incroyable de leurs destroyers. Essentiellement, on a l'impression
que les États-Unis s'engagent totalement sur le plan militaire, ce qui a selon moi des implications. Et je me demande si vous avez des réflexions sur ce que pourraient être ces implications. Cela fait des années que je préviens. Il s'agit d'une division du travail. Les États-Unis ont refilé à l'Europe leur guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Ils préparent un pivot majeur vers l'Asie et ils ont toujours voulu achever complètement la destruction du Moyen-Orient avant de le faire, car les hydrocarbures proviennent du Moyen-Orient, vont en Chine et alimentent sa montée économique. Cela a toujours été une condition préalable au pivot qu'ils doivent désormais opérer vers l'Asie. Ils ont réorganisé toute leur posture militaire mondiale en prévision de cela. Donc, quiconque pense que les États-Unis n'ont pas organisé cela et ne savait pas que cela se produisait, se trompe. Ils prépositionnaient leur système de défense aérienne, de défense antimissiles et leurs troupes. Ils réorganisaient toutes leurs bases illégales disséminées dans la région. Ils restructuraient tout cela en prévision de la provocation qu'ils avaient planifiée. Le plan a toujours été qu'Israël provoque l'incident, en assume la responsabilité et soit tenu pour responsable du déclenchement de la guerre. Les États-Unis ont toujours, lisez les documents de politique, les États-Unis ont toujours eu l'intention de s'impliquer et de donner l'impression qu'ils étaient entraînés dans la guerre, alors qu'il s'agit de leur propre guerre dès le départ. Cela a toujours été le plan. C'est donc un jeu de narration auquel les États-Unis se livrent, de toute évidence, clairement. Encore une fois, s'ils ne voulaient pas de cette guerre, il leur suffisait de ne pas fournir à Israël toutes les capacités qui ont rendu cela possible. S'ils n'avaient pas eu ces capacités, ils n'auraient pas pu mener cette opération. Cela leur aurait été impossible. Et nous en sommes là aujourd'hui. Ce dont je voudrais avertir, c'est qu'il s'agit d'un véritable danger, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Israël possède des armes nucléaires. Les États-Unis ont utilisé leur proxy israélien, l'ont transformé en méchant. Tout le monde déteste Israël. L'opinion publique s'effondre partout dans le monde. Personne n'aime Israël. Ils se sont eux-mêmes présentés comme le méchant. Plus rien de ce qu'ils font ne surprendra personne. S'ils utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, par exemple, pour cibler Téhéran ou dévaster lourdement ses infrastructures, est-ce que cela surprendrait quelqu'un? Et que ferait quelqu'un en réponse à cela? Et les États-Unis pourraient simplement dire, « Eh bien, nous leur avons dit de ne pas le faire, mais ils l'ont fait quand même. » C'est tout ce qu'ils ont à dire. Et que pourrait-on faire face à cela? Mais nous entrons ici dans des eaux inconnues. C'est incroyablement dangereux. C'est une provocation massive, encore une fois, sous le président Trump, le président de la paix. Tout le monde, gardez bien cela à l'esprit. Il a toujours eu l'intention de faire cela. Il s'est présenté comme un président de la paix pour endormir les gens dans la complaisance, leur donner un faux sentiment de sécurité et créer une dénégation plausible entre eux-mêmes et Israël. Nous devons donc être extrêmement prudents à l'avenir. Cela a toujours été destiné à dégénérer hors de tout contrôle. This was always meant to escalate out of control.